racheter Netflix. À l'heure où la pomme rapatrie aux États-Unis sa réserve phénoménale de cash, 252 milliards de dollars, elle va pouvoir dépenser sans compter. Alors racheter Netflix, est-ce une bonne affaire pour Apple? Au-delà, comment résister à l'insolente insouciance du service de streaming vidéo? Quid de l'Europe et de la France? Débat. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le débat high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemacom, sur nos chaînes Dailymotion et YouTube. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce, sur iTunes et podcast bien sûr en HD ou en version audio. Enfin, n'hésitez pas à télécharger l'app ORLM pour iOS disponible sur l'App Store pour iPhone et iPad. Et bientôt pour l'iPhone 10, soyez attentifs, mais aussi pour l'Apple TV, avec comme invité cette semaine en plateau un touche-à-tout des médias, ancien journaliste entrepreneur et aujourd'hui l'un des patrons d'Avas Group et des contenus du groupe Vivendi, Dominique Delporte. Bonjour Dominique. Bonjour Olivier. Touche-à-tout des médias, si bien résumé, tu es vraiment un observateur attentif de tous les médias en général, de par Havas et Vivendi. Tu es un peu la tête chercheuse du côté de Vivendi pour tout ce qu'il faut développer dans le futur, autour de la vidéo notamment. Ça fait partie effectivement de la mission, et puis pour les clients d'Avas aussi, d'essayer d'anticiper les grands mouvements tectoniques, parce que le paysage audiovisuel change, on l'a vu, il change OTT, il change aussi publicitairement. Toutes ces plateformes dont on vient de parler sont, comme on dit souvent, ad-free, il n'y a pas de pub. Donc forcément, quand on est une marque, on se pose aussi la question, plus les personnes vont passer du temps sur ces plateformes, moins elles seront devant leur télé. Comment peut-on leur parler? Et ça fait partie des sujets du moment, mais c'est vrai qu'on assiste à une espèce de guerre des plaques. Il ne faut pas oublier ce qui se passe en Chine, parce que ça y est, ils arrivent. Bon, tu nous en parleras plutôt dans la deuxième partie de l'émission de la Chine. En duplex, un journaliste fondateur du site electronlibre.info qui traite de l'actualité des médias, mais aussi beaucoup d'appels. Je crois même qu'il est un peu, un fanboy, monsieur Emmanuel Torregano. Bonjour Emmanuel, ça faisait longtemps. Bonjour Olivier, ça faisait très longtemps, oui, c'est vrai. Ça fait plaisir de revenir. Tu es un observateur attentif, on va couper les alertes sur l'iPhone, un observateur attentif de tout ce qui se passe du côté média sur electronique.info. Oui, bien sûr, tout à fait, et notamment sur le streaming qui est vidéo comme audio, la grande question du moment et des prochaines années certainement. Enfin, en duplex également, il est autant fan du PSG qu'il est un sérivore, autant dire qu'il zappe allègrement de MyCanal à Amazon Prime en passant par OCS et Netflix. Notre consultant en stratégie numérique, monsieur Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ouais, donc là, tu as une excuse pour regarder la télé aujourd'hui. Plein d'excuses. Mais en fait, je regarde plus la télé, je regarde un écran avec du streaming dedans. Bon. Mais tu as quand même une excuse pour regarder pour ton boulot, mais pas seulement. Allez, on parle tout de suite, messieurs, du chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est la réponse à notre sondage que nous avons publié cette semaine sur le compte Twitter dont refait le Mac. Alors regardez, la question qu'on vous a posée était: pensez-vous qu'Apple va racheter Netflix? La question était assez simple et vous avez répondu 65% non contre 25% oui. Vous étiez quand même près de 300 votants. On va essayer de comprendre pourquoi cette rumeur, qui est une rumeur assez récurrente, Dominique, revient sur les téléscripteurs. Ça fait longtemps qu'on dit que Netflix va être racheté par Apple. Là, ce qui est nouveau, c'est que le cash, qui est la réserve phénoménale, 252 milliards de cash, est disponible et rapatrié aux États-Unis avec l'administration Trump qui a signé un accord avec Apple. Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi la tax bill qui est passée, qui va permettre comme ça à des centaines de milliards de dollars de cash de revenir, qui étaient en offshore, soit pour faire des acquisitions, soit aussi pour faire ce qu'on appelle du buyback, c'est-à-dire racheter ses propres actions et ainsi contrôler encore mieux sa société. Donc oui, de toute manière, c'est le moment, on va dire, convergence is back. Ouais. On a eu des grandes manœuvres, on a eu AT&T Warner qui a été bloqué pour l'instant, Disney Fox qui a été... On va reparler dans un instant. Il y a évidemment quelques semaines annoncées. On est quelques jours, quelques heures après les résultats de Netflix. Ça devient de plus en plus cher de faire ce shopping-là, quel que soit l'acheteur. Donc on est sur une valo à 100 milliards de dollars et on n'a pas le sentiment que ça s'arrête là et qu'on a donc ce sentiment, justement, un petit peu comme quand certaines sociétés voulaient racheter Facebook au premier jour, eh bien que les fondateurs ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de vendre. La question, c'est pourquoi Apple aurait besoin de Netflix ou d'autres sites de contenu, puisque jusqu'à présent, ils ont été quand même extrêmement prudents. Certes, ils investissent, mais enfin, 100 milliards, ça serait pivoter
un modèle qui est quand même essentiellement centré sur la vente de devices et la vente d'app. Alors, on va le voir dans un instant, parce qu'on a réservé un chapitre pour essayer de comprendre pourquoi Apple serait amené à racheter Netflix. Mais ce qui est nouveau, Stéphane, c'est que cette fois-ci, Apple a vraiment le cash. Elle avait déjà cette réserve depuis très longtemps. Mais Stéphane, cette fois-ci, cette réserve est disponible. Et on se demande ce qu'ils vont en faire. Ils vont être imposés à seulement 15%. C'est ça, contre 35% ordinairement pour les impôts sur les sociétés. Ça va être 20%, mais en fait, c'est une des mesures phares, passer de 35 à 20%, la possibilité, comme l'a dit Dominique, de rapatrier du cash. Et donc, sur les 30 milliards que Tim Cook a annoncé qu'ils allaient investir, il y aurait, dans les 5 prochaines années, il propose de créer 20 000 emplois, donc ce qui est bien pour les États-Unis. Déjà, il y a près de 84 000 personnes qui travaillent déjà pour Apple aux États-Unis, ça va devenir quasiment un des plus gros employeurs du pays. Sur ces 30 milliards, il y aura un tiers qui sera consacré à la construction et à l'amélioration des centres de données et 50 milliards à doter le Advanced Manufacturing Fund, un fonds dédié aux entreprises industrielles américaines innovantes. Dans tout ça, on ne voit pas écrit on investit 100 milliards dans Netflix. C'est sûr, il n'aurait pas annoncé comme ça, mais enfin, on sait qu'ils ont ce cash, mais de toute façon, qu'ils avaient ce cash ou pas, ils étaient de toute façon en capacité de pouvoir acheter ce qu'ils veulent, n'importe quelle boîte, ou même des boîtes, toutes les boîtes du CAC 40, on va dire ça comme ça même. Alors regardez ce slide pour essayer de comprendre un petit peu ce que pèse aujourd'hui Netflix par rapport au reste du marché. Alors vous avez Netflix, tu l'as dit Dominique il y a un instant, Netflix suite à ses résultats a encore gagné près de 10 milliards en valorisation boursière en quelques jours seulement. 100 milliards de dollars, regardez, c'est la valeur de Netflix. À côté, vous avez la valeur de Walt Disney qui vient donc de racheter, tu l'as dit, 31 Century Fox donc pour 68 milliards de dollars, c'est la valorisation boursière du groupe Fox contre 167 pour Walt Disney. Et puis dernier acteur qui pourrait tous les manger d'un coup ou presque, 898 milliards de dollars, c'est la valorisation boursière d'Apple. Donc on pourrait dire qu'Apple pourrait se payer tout ou presque s'il voulait. Auparavant, tu disais effectivement, c'est pas dans la physique d'Apple de faire des grosses acquisitions. La plus grosse, historiquement, je crois que c'est Beats avec 3 milliards de dollars. Et on ne sait pas trop ce qu'ils en ont fait d'ailleurs. Mais c'est un peu le poisson pilote d'Apple sur l'audio. Ils ont racheté Beats Music dans le but aussi, effectivement, d'aider et de pousser Apple Music. Ils viennent de racheter Shazam, qui est une jolie pépite qui, effectivement, doit permettre, un peu comme un cheval de Troie, de ramener encore plus de flux sur de la découverte de chansons sur leur plateforme Apple Music. Donc, quelque part, ils ont aujourd'hui un combat qui est très cohérent avec l'ADN d'Apple. Apple, ça a toujours été autour de la musique. Et il y a Spotify, à peu près le même nombre d'abonnés que Netflix, 100 millions au niveau mondial, start-up européenne. On a aussi Deezer, on a aussi d'autres offres de musique en ligne, mais il y a quand même cette espèce d'ADN de partenaire de la musique. Beats a été créé par Dr. Dre, par Jimmy Iovine, donc émanation aussi des amis d'Universal Music. Et c'est vrai qu'on ne peut pas courir forcément tous les lièvres. Je pense qu'il y a des tentatives sur le contenu, mais enfin, digérer, si tant est que Reed Hastings soit vendeur, une plateforme comme Netflix, c'est tout à fait autre chose que d'essayer de consolider une position. Je ne sais plus quels sont, je pense qu'Emmanuel doit savoir ça, les derniers chiffres sur Apple Music, mais on devait être aux alentours de 30 millions 30 millions, c'est ça, 30 millions d'abonnés. Près de 100 millions pour... c'est des chiffres qui datent de septembre, Emmanuel, c'est ça, 30 millions les chiffres d'Apple. On est à peu près à 100 millions, tu l'as dit Stéphane, Dominique, pour Spotify. Emmanuel. Oui, on est à peu près à 30 millions sur Apple Music, mais ça doit dater un peu. Sur Spotify, moi, j'avais 70. Ouais, c'est ça. Pour Spotify payant, j'avais 70. Mais en effet, ils ont un peu plus d'une centaine de millions de personnes qui utilisent leur service. Les 70 millions, c'est les payants. C'est un peu particulier. Vous savez, ils sont sur un modèle qui n'est pas complètement freemium, mais un petit peu quand même. Donc, ils ont un nombre d'utilisateurs global, comme disait Dominique, qui est supérieur. Ouais. Mais oui, pour y revenir sur l'histoire Apple et Netflix, c'est vrai que c'est une rumeur qui revient régulièrement. Et on s'interroge à se demander ce que, en effet, Apple mettrait autant d'argent pour acheter une plateforme qui, certes, est très, très bien. Netflix, moi, je trouve ça très utile et il y a de plus en plus d'abonnés, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Si on regarde sur le dernier trimestre, qui a été un record chez Netflix, ils ont engrangé un peu plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est très bien, mais on est avec un ARPU
Dominique sait bien de quoi il s'agit, à 9 Donc tu vas l'expliquer en 2 mots. 30. C'est le revenu moyen par abonné. Par abonné. Voilà, revenu moyen par utilisateur, lissé sur un an, ce qui est un peu compliqué pour Netflix parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, c'est sans engagement. Enfin, grosso modo, ça fait à peu près $9.03 par abonné. On est très loin des ratios de marge d'Apple en clair, c'est ça ce que tu es en train de nous dire. Absolument, avoir aucun intérêt pour eux au niveau du bénéfice et tous ces trucs-là, c'est absolument pas du tout contributif pour eux. Quand la marge brute d'Apple, c'est entre 30 et 40%, c'est ça. De 40. Ouais. Pour le prochain trimestre, les analystes voient une marge brute globale d'Apple de 40%. C'est mieux qu'une compagnie pétrolière, comme j'ai l'habitude de dire. Mais la question qui se poserait, c'est pourquoi est-ce qu'en effet, ils prendraient une société qui fait un chiffre d'affaires qui n'est même pas celui d'Apple Watch. Enfin, moi, je veux bien que ça soit intéressant, mais ça reste quand même un mystère que systématiquement, ce type de rumeurs reviennent sur le devant de la scène, alors que Apple est plutôt un acheteur faible. En effet, ils ont racheté Shazam, c'est très bien. En même temps, ils avaient intégré toute la techno dans Siri, donc forcément, il ne restait plus qu'à l'acheter. Et Beats est peut-être en effet pratiquement une espèce d'accident de leur part. Ils ont mis 3 milliards dans une boîte, ça leur arrive jamais. Donc, acheter 100 milliards Netflix, ça me paraît toujours un peu... à mon avis, tout ça, c'est plutôt de la manipulation de marché. C'est plutôt des gens qui lancent des rumeurs et puis ils voient ce que ça donne sur le marché. Plus fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir ces plateformes. On pourrait dire la même chose d'Amazon. Pour ces plateformes-là, le contenu n'est pas la finalité. Le contenu va servir à vendre des devices. Voilà, mais ça peut intéresser servir à vendre des iPhones. On l'a vu avec iTunes pendant des années, hein, Dominique. Mais c'est vrai que sur iTunes, il y avait effectivement un modèle économique qui a été vertueux, qui était en rupture, hein, puisque on a le marché de la musique a basculé. Vous connaissez l'anecdote. Ils s'étaient engagés avec les labels. Combien de chansons la première année ? On pense 1 million. Ils ont fait 1 million de chansons en 2 jours, 100 millions la première année, 1 milliard l'année d'après. Ils avaient disrupté, comme ils le font parfois, le marché de la musique en ligne et avaient pris comme ça du 70% de part de marché sur la musique légale en download. Là, on est sur autre chose. Et effectivement, la volonté d'Apple, c'est de continuer. Ils ont réussi à faire des produits de luxe qui se vendent comme des savonnettes. On a rarement la coexistence des très très grandes séries en millions d'appareils avec des prix de vente très distincts des prix de revient. Et ça, c'est une performance unique. Donc, comme le disait Emmanuel, arriver à changer ce modèle-là pour un modèle qui est très dur. L'ASVOD, c'est dur. Ça rentre, ça sort. Il y a les périodes gratuites. On a des clients qui ne sont jamais véritablement captifs. On le sait... pas mal de piratage, ou en tout cas de code qui passe de main en main, on est à peu près autour de 30%. Donc on est quand même sur un business model qui est contraignant. Et je doute franchement que ce soit à l'ordre des priorités pour Apple. Et puis alors pour le vendeur, franchement, ils ont du vent dans le dos. Ils ont prouvé qu'ils avaient encore à l'international, je parle de Netflix, la capacité à aller chercher 8,5 millions d'abonnés supplémentaires, tout en augmentant leur prix unitaire. Donc c'est pas le moment de vendre, mais plutôt de continuer à consolider la croissance de Netflix. Il n'empêche, il y a beaucoup, plus que des rumeurs, il y a quelques éléments de preuve qui feraient que Apple pourrait être intéressé pour acheter Netflix. On va essayer de les lister ensemble. En préambule, pourquoi Apple aurait besoin d'investir dans les services de streaming ? Emmanuel, la plupart des analystes financiers trouvent qu'Apple recherche un relais de croissance pour contrebalancer un éventuel ralentissement des ventes de matériel avec notamment l'iPhone. C'est assez discutable. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment autour de l'iPhone 10 notamment. On attendra pour cela les résultats financiers pour donner un verdict. Mais moi, je ne suis pas personnellement très inquiet. Est-ce que tu crois cette théorie de dire, voilà, Apple pourrait investir dans Netflix, ça lui coûterait très cher pour trouver un relais de croissance ? Comme tu l'as très bien illustré, vu la marge aujourd'hui d'un Netflix par rapport à Apple, le relais de croissance, il va falloir des années avant qu'il se développe. Oui, et ce que dit Dominique est très juste là-dessus. En effet, je pense que Reed Hastings n'a pas d'intérêt, lui non plus, à vendre pour l'instant. Il est très bien installé. Il arrive à maintenir son concurrent direct, Amazon Prime Video, relativement à distance. Il fait des investissements considérables. C'est ce qui d'ailleurs grève en grande partie sa marge. Netflix n'a pratiquement pas de marge. Mais justement parce qu'ils veulent installer un marché qui n'a pas grand-chose à voir avec la dimension de Netflix aujourd'hui. Lui, il a vraiment un boulot à faire. Et je ne suis pas certain que sous la férule d'un Tim Cook, même si Tim Cook est certainement quelqu'un de très bien, ça soit si facile que ça. Je rappelle que le but de Netflix, c'est de remplacer, tel qu'il existe aujourd'hui, l'industrie du cinéma. Ça n'est rien d'autre que ça. Netflix est un immense disrupteur de l'ensemble de
la chaîne de valeur et la chaîne économique qui va du studio jusqu'à la projection dans les salles. Eux, ils se disent non, aujourd'hui, en tout cas demain, à court terme, le streaming, c'est nous qui aurons la primauté sur les films parce qu'on va les financer. Là-dessus, vous savez que c'est difficile, notamment en France avec la chronologie des médias. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Voilà, donc j'anticipe pas là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont un business à développer qui est bien plus important que simplement aujourd'hui ce qui consiste simplement à avoir une espèce d'application multiplateforme qui vous permet de regarder vos séries quand vous voulez. Non, là on est vraiment dans l'embryonnaire pour Netflix. Donc si Apple un jour a intérêt à trouver un relais de croissance en intégrant plus encore qu'ils ne le font déjà aujourd'hui, il y avait eu des rumeurs, vous vous rappelez, sur Universal Music à une époque, on disait qu'Apple voulait les racheter également. Il y a peut-être eu des rendez-vous, je ne sais pas si Dominique pourra nous confirmer. Mais aujourd'hui, en effet, s'ils voulaient... Non, mais Universal fournit toutes les plateformes, donc c'est vrai que c'est un gros partenaire de ces plateformes. Il y a 15 ans, il y avait eu cette histoire comme quoi Apple aurait regardé Universal Music. Oh, tout le monde regarde Universal Music, c'est ce qui fait que la valorisation de Vivendi a grossi, c'est que le business de la musique se porte bien et que Universal, qu'on le veuille ou non, fait le marché avec entre 30 et 40% de part de marché et toujours la capacité à découvrir les talents avec un catalogue de publishing qui est remarquable. Donc oui, il y a encore du potentiel. Les banques d'affaires généralement montent la valo régulièrement. Ce qui est certain, c'est que comme Emmanuel l'a dit, pour Apple, je pense que je reviens sur le rôle d'Apple et de la musique. Historiquement, encore une fois, cette marque a permis la démocratisation de la musique. Avant Apple, on achetait un album, et on achetait un album physique, et puis c'était tout, que l'on aime 1, 2, 3 chansons. Le passage au download a permis effectivement d'acheter à l'unité la chanson que l'on aime. Et ça, relativement bouleversé, on va dire, l'économie du secteur, sans forcément bouleverser, je dirais, la capacité des labels à développer les mêmes artistes. Avec le streaming, le modèle économique est très différent. Vous êtes, quelque part, l'artiste est rémunéré au stream. Or, vous savez que si on prend le dernier album d'un artiste d'urban musique ou de rap, il va peut-être être écouté par son fan 100 fois dans la semaine. Alors que, je dirais, le dernier album, on va dire, de variété française, va être écouté plutôt 3 ou 4 fois dans la semaine. Donc on a grosso modo, entre les ventes physiques et les ventes digitales, notamment, puisque le streaming est devenu majoritaire, une bascule qui a complètement changé. Donc ça a un impact industriel sur le modèle économique, sur l'argent que l'on met en découverte de talents. Et on voit bien que là, il y a des enjeux importants. Il y a des enjeux d'intégration dans le domicile. Apple n'est pas en tête sur les boîtes vocales après Alexa, malgré Siri, les assistants vocaux. Avec le HomePod, il y a eu le HomePod qui arrive avec plusieurs mois après Noël, alors que on a effectivement le reste du marché qui commence à se consolider autour d'Alexa et de Google. Or, on voit bien que là aussi, ça va avoir un impact majeur sur la musique. La deuxième requête sur Alexa, c'est Alexa play a song. Donc, on a une espèce de liaison intrinsèque entre les devices d'aujourd'hui et de demain et la musique. C'est le contenu le plus écouté, le plus streamé. Vous m'avez gentiment invité aujourd'hui. Ça fait 18 ans que j'avais rejoint une boîte qui s'appelait Stream Power, où on parlait du streaming à très bas débit. Donc voilà, je promis de venir, le thème s'y prête. Mais encore une fois, le streaming, ça y est, c'est un business model. Et pour Apple, je crois que c'est majeur en musique avant que ce soit en vidéo. Tu l'as dit il y a un instant, Apple a imposé un modèle du téléchargement au morceau. Apple était sur le modèle du téléchargement. Elle a tout de même pris du retard. Elle a raté le virage du streaming, aussi bien sur la musique que sur la vidéo. C'était un acteur historique de la vidéo à la demande, avec Netflix déjà, mais là, il s'agissait d'acheter ou de louer une série en téléchargement. Elle n'a pas du tout suivi la tendance du streaming. Elle a pu prendre le virage bien plus tôt. Elle ne pèse plus... Alors, les chiffres se contredisent, mais en gros, 35% de iTunes Vidéo ne pèserait seulement que 35% de sa branche contenu, contre 50% en 2012. Et puis, entre-temps, Google est arrivé, YouTube a explosé, Amazon Prime a aussi beaucoup, le service vidéo d'Amazon, beaucoup d'ambition. On se dit qu'Apple ne peut pas laisser faire, donc il faut bien réagir. Et il y aura un intérêt direct à investir dans l'acteur dominant, parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que Apple peut rattraper Netflix, Stéphane? Parce que quand on voit les offres de streaming aujourd'hui d'Apple,
qui se limite à Apple Music, avec Carpool Karaoke, qui est plutôt sympathique, ou encore Planet of the Apps. On n'en voit pas trop où va la stratégie. Ils sont très, très en retard par rapport aux leaders du marché, Stéphane. C'est sûr que quand on a démarré comme a démarré Netflix, au début, Netflix a fait quand même un gros pari qui était l'ubiquité, en étant présent sur plein d'écrans. Et ça avait des impacts sur la maintenance, sur les évolutions, mais on avait sur quasiment toutes les marques de téléviseurs, on avait au moins la possibilité d'avoir une téléviseur connecté, je précise. Une application Netflix. Même dans certaines marques comme Sony, on a même un gros bouton Netflix qu'on ne voit que lui quasiment, plus que le changement de programme. Donc cette ubiquité l'a rendu quasi universel, et maintenant, ça devient un nom commun, Netflix. Et c'est les autres qui sont... Donc, de ce côté-là, je pense que si Apple veut repartir de zéro, Apple, comme l'a dit Dominique, est un démocratiseur pour tout, pour le smartphone, pour la musique, pour beaucoup de choses. Mais là, quand ils partent avec autant de retard, ça va être compliqué. Néanmoins, elle a mis les bouchées doubles, Stéphane. On a vu qu'elle a quand même des ambitions. Alors là, ce serait plutôt le scénario selon lequel Apple Music deviendrait un service de vidéo, de même qu'iTunes Music est devenu un service, un kiosque de vidéo à un moment donné. On l'a vu en juin dernier, l'entreprise a recruté Apple, 2 vétérans de l'industrie, Jimmy Elric et Zach Von Hamburg, pardon pour la prononciation. Ils sont connus pour avoir développé, notamment pour le studio Sony. C'est l'un des dirigeants des studios Sony avec des séries majeures comme Breaking Bad notamment. Ils ont par la suite investi près d'$1 milliard, en tout cas dans la production de contenu. Donc ils ont vraiment de l'ambition là-dessus. $1 milliard, on reste très loin des 100 milliards de Netflix, mais quand même. Non, c'est pas 100 milliards de Netflix d'investissement. C'est la valorisation boursière, 100 milliards, mais s'ils devaient à débourser 100 milliards. Netflix, c'est plutôt autour des 8 milliards par an. 8 milliards l'an prochain, 6 milliards en 2017. Amazon Prime, on est à 4,5 milliards. Et les grosses chaînes de télé, en Europe comme aux US, on est entre 2 et 3 milliards par an. Je dirais hors droit du sport. Donc, on prend un pays comme l'Angleterre, toutes les chaînes cumulées, c'est 6 milliards d'investissements dans les contenus. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une course qui est lancée. Et quand Apple, avec la CAPI que vous avez rappelé, avec les moyens financiers, met 1 milliard dans le contenu, quelque part, on dirait pour voir, c'est-à-dire pour tenter des choses, pour essayer de voir quelle est la sensibilité dans son modèle sur des contenus en exclusivité. On va chercher effectivement Carpool Karaoke du génial James Corden et on en fait une version avec ou sans James Corden, suivant les cas, mais le plus souvent sans, et avec des artistes entre eux. Format sympa, mais pas révolutionnaire. Non, on va pas s'abonner on prend Planète des Apps, qui est une sorte de Shark Tank, qui est une sorte de concours de pitch, comme il y en a dans l'école 42, mais pour des développeurs d'app, qui n'a pas non plus, malgré le casting, totalement convaincu. Le contenu, c'est compliqué. Et c'est vrai que, pour revenir sur ce que disait Emmanuel, il y a un business model sur les équipements électroniques qui fonctionne. Il y a des grandes batailles dans la maison connectée qui, pour le coup, vont être essentielles parce que quand vous êtes intégré avec votre Sonos ou votre Google Pod ou votre Siri, votre Alexa, ça a un impact sur la manière dont vous allez consommer ces contenus. Je pense pour moi que la bagarre reste plutôt là. On voit bien qu'Amazon a des moyens démultipliés. Amazon Prime, c'est 56% des foyers américains qui ont déjà une souscription Amazon Prime. On paye, on a effectivement les livraisons gratuites. Et by the way, j'ai de la musique, j'ai des bouquins, j'ai de la vidéo. Oui, ils offrent le service. Ils offrent Netflix avec la livraison gratuite. C'est cadeau, ça fait plaisir, c'est pour manger tout de suite. Donc c'est vrai qu'on est encore une fois dans une logique d'accompagnement d'une offre qui est quand même centrée, dans le cas d'Amazon, sur le retail online et sur les équipements. Bezos dit souvent, votre marge est mon opportunité, et je veux faire de l'argent non pas en vendant du matériel, mais avec l'usage. Un Kindle, on ne gagne pas d'argent, on en perd. En revanche, quelqu'un qui a Amazon Kindle dépense en moyenne 100 € par an sur le Kindle. Donc on est vraiment dans la technique du cheval de Troie. Apple n'est pas tout à fait, parce que les apps a été un très beau business pour Apple, mais Apple n'est pas tout à fait sur cette logique. Le modèle d'Apple, Dominique, c'est plutôt de vendre du matériel et développer un écosystème par les services, quitte à ne pas gagner de l'argent sur ces services. Tout à fait. Ils arrivent tout de même à en gagner pas mal, notamment sur les apps. Il n'empêche, il y a eu pas mal encore d'annonces depuis l'été dernier jusqu'à la fin de l'année 2017. En octobre, il y a eu des annonces de reprise de la série Amazing Story par Steven Spielberg, par Apple.
En novembre, Apple s'est offert les services des actrices Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. On a hâte de voir ça pour produire des séries sur les coulisses de la télé aux États-Unis notamment, où les matinales sont très populaires. On va voir ce que ça va donner. Donc on voit bien là, Emmanuel, que Apple, tu parlais tout à l'heure d'Universal et qu'Apple s'intéressait à Universal pour la musique, mais ils n'ont jamais franchi le pas de la production. Apple ne veut plus être distributeur, mais véritablement producteur. En fait, on peut spéculer de tout avec Apple. C'est ça qui est formidable parce qu'en effet, ils ont une puissance financière, comme tu le rappelais, qui leur permet absolument ce qu'ils veulent. Ils peuvent racheter Disney s'ils veulent avec Netflix aussi. Puis ils fusionnent les deux. Et puis on l'a vu sur le graphe tout à l'heure. On peut tout à fait imaginer, on le sait aujourd'hui, ils ont largement les moyens, même s'ils n'avaient pas rapatrié fiscalement l'argent qu'ils avaient offshore, ils pourraient le faire. C'est pas très gênant. N'importe quelle banque ou organisme ou consortium vous prêtera de l'argent à Apple. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour financer leur R&D. Pendant longtemps, ils n'investissaient plus d'argent dedans, ils faisaient des prêts, ce qui est quand même assez incroyable, parce que leur puissance financière est telle qu'ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Bon, ça c'est un prérequis chez eux. Maintenant, moi, là, ce qui me gêne toujours un peu dans ce genre d'analyse, c'est que, en effet, Apple a regardé les contenus, il n'y a jamais vraiment été. À part Beats, qui est un cas un peu à part, on achète un ancien patron de Major, Jimmy Iovine, et puis on va chercher Dr. Dre parce que ça fait cool, parce que les Beats à l'époque, les footballeurs les mettaient sur les oreilles, donc on voyait la marque. Aujourd'hui, si vous regardez les footballeurs, ils ont des AirPods. Le PSG, Neymar, ils sont Beats. Oui. Voilà, ils sont Beats. Mais donc, il y avait ce côté-là où, en effet, ce cool-là, ça les intéressait et finalement, ils les ont achetés. Et bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais la façon dont fonctionne, en effet, cette boîte, c'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'Apple considère que Spotify, c'est très bien, ça fait 70 millions d'abonnés, c'est parfait, mais en fait, c'est une marque Apple. C'est-à-dire que Spotify, c'est essentiellement sur des appareils Apple. Ça a commencé réellement sur des iPhones. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et d'ailleurs, pour les payants, en tout cas, tu as raison. Pour les abonnés Deezer payants. fait son meilleur taux de croissance. Oui, tout à fait, essentiellement l'abonné payant. Deezer fait son meilleur taux de croissance sur iOS également, en France. C'est Orange et iOS qui tractent Deezer en France. On retrouve à peu près la même chose aussi sur YouTube, qui fait bien plus de revenus sur les appareils iOS que sur le reste. Bref, pour Apple, la question de est-ce que je dois à un moment intégrer verticalement ce type de contenu ou d'entreprise dans mon écosystème, est-ce que ça a un sens ou non? Moi, je ne pense pas. Je pense que eux, ils réfléchissent et ils ont toujours réfléchi. Et là-dessus, je rejoins complètement la discussion sur les enceintes connectées et l'attaque de la maison, c'est-à-dire en effet tout ce qui est le contrôle des lampes, de la musique, les assistants vocaux et toutes ces choses-là. HomeKit, voilà. Ça, c'est vraiment, à mon avis, en effet, leur prochain terrain de bataille sur lequel ils vont devoir aller. Et je rappelle une chose, parce qu'on parle beaucoup de Alexa et de Google Assistant, ce qui est très bien, mais il y a quand même juste un souci. C'est pourquoi est-ce que Siri est en retard en grande partie sur notamment les recherches, sur le fait de parler de tout et de rien. Enfin, c'est pas vraiment un assistant avec lequel vous pouvez... Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont un peu en retard là-dessus? Parce que Siri, c'est 38 langages parlés. Alexa, c'est en anglais. Ça sera peut-être en français cette année. Google Assistant, c'est pareil. Ils doivent avoir 2 ou 3 langages qu'ils parlent bien. Alors évidemment, les bases de données sont très développées. Évidemment qu'ils peuvent l'étendre à d'autres langages. Je ne dis pas qu'ils sont en retard là-dessus. Je dis juste que la façon dont a progressé Apple avec son assistant n'est pas exactement la même chose. L'assistant Apple, il est fait pour fonctionner avec un iPhone et avec une Apple Watch. Demain, il le sera avec le HomePod, qui arrive donc avec quelques mois de retard. On ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Le 6 février. Parce que... Et pour voilà, le 6 février, c'est aux États-Unis. En Europe, vous l'aurez qu'en printemps, un peu plus tard. Et pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, je pense que dans les terrains incognita, mais stratégiques pour Apple, il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a bien sûr la maison connectée, il y a la santé. Et là, c'est majeur, et je pense qu'effectivement, Apple a un rôle à jouer et va continuer d'investir massivement parce que ça fait partie quelque part des aspirations de la marque, et la voiture, avec l'intégration de CarPlay et encore une fois, la capacité de cette marque à être partout dans votre quotidien et à présenter une intégration de services et de contenus. De là à être votre portail qui remplace les salles de cinéma, je pense que c'est pas leur sujet, c'est pas leur priorité. La bagarre entre Apple, Android, les nouveaux systèmes d'exploitation qui arrivent de Chine et d'ailleurs, elle ne fait que commencer. Je vous rappelle que
On parle des GAFA, il y a les BAT, Baidu, Alibaba, Tencent. Tencent a dépassé Facebook en market cap plus de 500 milliards déjà. Et on sent bien qu'eux aussi sont assis sur un marché national très très important qui peut leur permettre véritablement d'aller à la conquête de l'international. Alors autour de ces rumeurs et de ces explications qui pourraient expliquer pourquoi justement Apple serait aussi offensif envers Netflix, on voit vraiment une montée phénoménale de la puissance de Netflix ces dernières semaines. On l'a vu avec les résultats financiers cette semaine. On voit les acteurs de l'industrie des médias et des télécoms qui se lancent vraiment dans des courses au rachat assez frénétiques. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors messieurs, nous assistons depuis plus d'un an à une course au rachat, tu le disais tout à l'heure Dominique, au rapprochement de tous azimuts et dans tous les médias. Ce fut en 2007 Time Warner qui a été racheté par AT&T pour 85,4 milliards de dollars. Alors la vente pour l'instant est bloquée, mais on va en reparler. C'est encore une histoire avec l'administration de Trump, mais c'est une autre affaire. Fin 2016, ça a fait vraiment le tour de la planète cette histoire. C'est au tour de Disney d'annoncer le rachat de 21st Century Fox pour 52 milliards de dollars. Disney qui est vraiment en guerre ouverte contre Netflix et se donne les moyens de montrer sa propre plateforme. On voit une concentration dans les médias arriver de plus en plus pour lutter contre, tu disais, ces GAFA. Et puis on va pouvoir bientôt rajouter un N à ces GAFA avec Netflix au rythme où ils vont. Parce qu'à un moment donné, Netflix va tellement être incontournable qu'ils vont devenir incontournables sur le streaming comme elle est aujourd'hui Facebook sur les réseaux sociaux. Historiquement, Vivendi a connu une telle frénésie, une telle fièvre de rachat à la fin du siècle dernier, Dominique. Pourquoi maintenant ce serait le bon moment et ce n'est pas le cas il y a 15 ans? Le deal, donc il y a AT&T Time Warner, c'est effectivement un deal très important entre un opérateur de téléphonie, leader ou co-leader avec Verizon aux US, et Time Warner, qui est une espèce de joyau des contenus cinéma et séries. Et puis, on a effectivement Disney Fox, qui a pu surprendre, mais qui, dans ce jeu des tectoniques des plaques, et avec l'annonce de Disney de retirer ses contenus de Netflix et de lancer en 2019 sa propre plateforme, après avoir aussi exprimé en rachetant BAMTech l'envie de monter une plateforme de sport, comme sa chaîne ESPN en Pay TV a elle aussi un petit déclin mois après mois. On voit bien que on a l'ancien monde qui était extrêmement en compétition, qui se rallie pour essayer de battre les barbares. La plateforme Hulu, c'est Warner, Universal, Fox et Disney, tous ensemble, pour essayer de bâtir une alternative qui soit effectivement respectueuse de la chronologie des médias, donc qui respecte la diffusion en salle de cinéma, parce que c'est un business important. De tir, et alors que, comme l'a dit Emmanuel, si Netflix pouvait se passer des salles, et c'est bien ce qu'ils font, il le fait, et donc c'est tout l'écosystème, et c'est pour moi peut-être un sujet culturel très important, parce que le digital c'est top, mais enfin la vie ensemble c'est pas mal, et l'émotion qu'on a à aller voir un film, sans parler de Cinéma Paradiso, mais même dans des complexes extrêmement high-tech, c'est quand même quelque chose qui compte en Europe. Donc je pense que oui, pour les acteurs des studios hollywoodiens, les acteurs européens, que ce soit des opérateurs de téléphonie mobile, des grandes chaînes publiques, des chaînes privées, un opérateur effectivement comme Vivendi, qui avec une market cap de 30 milliards, est un des seuls à avoir un effet de taille potentiel, les 5 années qui viennent vont être passionnantes. Que va-t-il véritablement se passer de cette intégration? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que je crois que le monde du cinéma, qui a bénéficié de l'argent de Netflix pendant des années, se dit que c'était peut-être une danse avec Faust et qu'aujourd'hui, eh bien, ils ont certes gonflé leurs résultats pendant quelques années, mais ils ont créé un acteur incontournable et qu'il reste quelques années pour réagir. Encore une fois, 100 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Il y a 7 milliards de terriens, 3 milliards de personnes qui ont un smartphone, et donc on n'aura pas un monopole. Si on croit que Netflix va s'imposer comme s'est imposé à un moment donné Facebook. Je pense que les gens veulent des contenus locaux. On prend les 487 séries qui ont été produites l'an dernier, 9 sur 10 qui ont eu du succès sont des séries locales. Et donc, l'attachement à sa langue, l'attachement à sa culture, ça reste majeur. C'est vrai en musique, 60% des streams, ce sont des artistes locaux, et c'est vrai aussi dans les contenus de cinéma et de séries. Et ça, c'est une équation que Netflix n'a pas encore réussi à craquer. Il y a eu des incursions pays par pays. Et alors, il faut remarquer que parmi les pays qui résistent un peu à Netflix et Amazon, il y en a 3 en Europe.
La France, l'Italie, l'Espagne. On entend bien ton discours, même si c'est encore en creux, que potentiellement, on va voir encore des concentrations, notamment en Europe. Si on compare ce qui s'est passé... Concentration ou accords commerciaux. Ouais. Parce qu'on a tendance, poussée par les marchés financiers, à imaginer des gros deals et des rachats. Enfin, ça peut être juste des plateformes, comme dans l'automobile. Tout le monde n'a pas racheté tout le monde. En revanche, on met des plateformes ensemble, on met des associations. Entre un Orange, par exemple, qui est un opérateur de téléphonie dominant en France, un Canal Vivendi, qui est un acteur dominant en matière de contenu et qui est présent aussi dans la téléphonie dans d'autres pays. Je pense que la convergence, c'est un vrai sujet. Il y a eu quelques ratés sur la convergence, il faut être très lucide. C'est-à-dire que, mais même plus récemment, c'est pas parce qu'on achète du contenu très cher que mécaniquement, ça pousse les gens dans les boutiques pour prendre des abonnements téléphoniques. La qualité du réseau, ça reste un point important. Il y a un élément qui me semble clé dans toutes ces stratégies de convergence, c'est autour de la donnée. Le succès de Netflix, le succès d'Amazon sont des succès qui se sont fondés sur les données consommateurs. Et aujourd'hui, les contenus, c'est un aimant à donner. Donc, le fait qu'il y ait des choses à faire entre opérateurs et producteurs de contenu, c'est l'évidence. Maintenant, l'avenir le dira. Je ne lis pas dans le mar de Coca Zéro, mais il y a en tout cas une évidence que si on aime la culture européenne, il y a des choses à faire, et ça a été le positionnement très clair de Vivendi, d'être ce champion de la culture européenne latine. Il y a aussi l'Afrique qui est majeure, et là on a un périmètre coincé entre les grands groupes américains et les groupes chinois. Je pense qu'il y a des cartes à jouer. Pour revenir à Disney, Emmanuel, on oublie souvent un point important pour Disney et Apple, sur la possible arrivée d'Apple sur le marché du streaming et un rachat éventuel de Netflix, c'est qu'au sein du board d'Apple, il y a ni plus ni moins que le CEO du studio de Mickey, Bob Iger, qui siège au conseil d'administration d'Apple, et ce serait assez étonnant qu'il ait fait ces choix-là, en tout cas de voter pour un rachat de Netflix, Emmanuel. C'est son principal concurrent. Oui, les relations entre Disney et Apple sont anciennes maintenant. Le rachat de Pixar, il y a eu le rachat de Pixar. Qui était fondé par Steve Jobs. A été le premier actionnaire privé de Disney pendant longtemps. Toujours. À ce rachat. Toujours avec Lauren Jobs, la veuve de Steve Jobs. Voilà, ça, exactement. En effet, les relations entre les deux sont étroites depuis longtemps. Il y a la fameuse main du Mickey qu'il y avait sur macOS il y a longtemps, pour ceux qui connaissent. Bon, enfin bref, il y a toujours eu ça. Bon. Quand je vous dis que c'est un fanboy, j'exagère pas. QuickTime. Ouais, QuickTime, bien sûr. Oui, mais on est quelques-uns à se rappeler de cette petite main de Mickey gantée sur la souris. Et donc, oui, évidemment, on imagine assez mal que Disney laisse faire ça. Mais là-dessus, il y a quand même quelque chose qu'on est en train d'entrevoir chez Apple, qui est encore quasiment un embryon et qui pourtant, moi je trouve, est plein de promesses. Et ça m'inquiète un peu parce que quand je vois un truc comme ça chez Apple qui est plein de promesses, souvent ils ont tendance à dire « Oh bah non, mais finalement c'est pas notre truc » puis à l'abandonner. Bon bref. Et c'est la TV App qui est sur l'Apple TV. Qu'est-ce que c'est que cette TV App qui est quand même un truc un peu étrange. Cette idée qui, moi, quand elle a été présentée la première fois lors de la keynote, très franchement m'a laissé un peu froid en me disant « mais on nous raconte que l'application, c'est la révolution de la télévision, vous savez. La curation, en un mot, c'est ça. Et alors là, on se retrouve en effet avec une application qui va aller chercher les contenus dans chacune des applications compatibles. Alors, déjà, le schéma logique est un peu bizarre. Donc, vous avez par exemple un MyCanal qui, heureusement, est compatible TV App. Donc, c'est bien, je peux le faire. Mais vous avez aussi un Molotov. Et puis, vous avez non, s'ils ne le sont pas, Amazon Prime Day. Donc, vous avez ces 3 applications qui sont installées sur votre Apple TV, pour un peu que vous ayez les abonnements chez MyCanal et chez Amazon Prime. Et puis, la TV App va chercher les contenus à l'intérieur, sans vous dire d'ailleurs en tant que chaîne ou plateforme ou des choses comme ça. Donc, c'est de la désintermédiarisation complète. Qu'est-ce qu'il leur manque pour avoir eux aussi une offre de SVOD qui tienne la route et qui soit instantané et qui soit en effet sur plus d'1 milliard de devices, puisque c'est iOS, il suffit simplement de la commercialiser. C'est-à-dire qu'il suffit de dire, bon, voilà, aujourd'hui, les contenus que vous pourrez avoir, qui est en gros notre catalogue iTunes, séries et vidéos, qu'on a acheté à des gens, et notamment chez Canal+, ou d'autres, eh bien, on va faire un portail dans lequel, donc c'est la TV App, qui sera accessible, on va dire, j'en sais rien, moi, avec soit façon Apple Music, donc ça s'appellerait Apple Vidéo, et puis ça vaudrait 10 € par mois comme Apple Music, ou ça serait intégré dans iCloud, et à un moment, iCloud serait une espèce de nouvelle Amazon Prime, et voilà. Sans être trop critique sur Apple,
ce qu'on appelle l'UX, l'user experience, et pas forcément leur point fort. On voit bien ça l'a été, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Ça n'est plus forcément sur des produits purement digitaux. Quand IDQ, le numéro 2 d'Apple, présente l'Apple TV dernière version, qu'est-ce qu'il utilise ? Il utilise l'exemple de MyCanal, parce que l'intégration est brillante, et c'est ce qui est en train d'être porté sur plusieurs millions de box pour avoir véritablement... Le nouveau décodeur a été présenté la semaine dernière. Alors, le nouveau décodeur pour le satellite, mais quand vous avez pris le pli de suivre MyCanal, vous voyez quand même un truc qui est dingue. C'est 50 chaînes live, c'est des milliers de contenus, c'est des séries de saison 1, saison 6, etc. Multistream. Du multistream, du splitting d'écran pour suivre le foot ou les émissions politiques. Lors des grandes soirées électorales, moi, c'est un truc que j'aime faire parce que vraiment, on a le sentiment d'un vrai match de l'actu. Et on a quand même un écosystème d'Apple, encore une fois, qui fait confiance à des partenaires, que ce soit des grandes chaînes de télé et leurs propres services de R&D. Et la logique est très différente, encore une fois, d'une logique intégrée comme Netflix ou Hulu. Je vous rappelle que Disney Fox, ça sera 60% de position majoritaire d'Hulu, où là, on a véritablement quelque chose de très intégré. Allez, brièvement, on passe aux questions Twitter. Question de Christophe Aigron sur Twitter. Netflix ne risque-t-elle pas de perdre son âme si elle est rachetée par Apple ? Ces films et séries sont volontiers provocateurs sur Netflix, là où Apple affiche une grande pudibonderie. Effectivement, Stéphane, on sait qu'Apple, on le voit sur les applications, voire même sur certains ouvrages qui sont commercialisés par Apple. Apple fait très attention au contenu et parfois même limite de la censure, on peut le dire. Ouais, je sais pas si déjà pour Black Mirror, parce que j'ai déjà parlé plusieurs fois dans cette série phare de Netflix, oui. Voilà, de Netflix. Les 3 premières saisons ont été, on va dire, commanditées par des Anglais, par Channel 4. La dernière, c'est plutôt par Netflix. J'imagine commanditée par Apple. On n'aura plus de projection de nouveaux iPhones qui fleurissent lors des épisodes où on voit comment seraient nos smartphones dans le futur, et en particulier les iPhones. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être un peu, probablement, de la censure qui serait là, ou pas, on va pas appeler ça comme ça, mais du contrôle qui serait là, et peut-être on y perdrait, nous, téléspectateurs et sérivores que nous sommes. Ouais. Maintenant, moi, plus je vous entends, et plus je réfléchis, plus je pense que ce serait une belle connerie de la part des gens de Netflix d'accepter, quel que soit le montant, un rachat par un mastodonte comme Apple. Alors, je sais pas comment on l'appelle, un téléspectateur, un auditeur sur Twitter est d'accord avec toi, Pierre-François Tilly, c'est plus un commentaire qu'une question. Je ne suis pas convaincu que Apple rachète Netflix, car je pense que Netflix doit rester indépendant et travailler avec tout le monde pour offrir le meilleur. Effectivement, si on se ligue avec Apple, on risque de se retrouver fort dépourvu avec Samsung ou d'autres acteurs majeurs, ou encore à tous les constructeurs de la planète. Et si Apple veut proposer des fictions originales, elle doit le faire mondialement et en une fois, et ne pas commencer par les US. Alors, c'est pas gagné, ça. Je vous rappelle que Netflix ne produit à date qu'un tiers des séries qu'elle diffuse, notamment dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a la version US qui est très différente de la version internationale. Parce que toutes les chaînes américaines qui produisent des contenus, lorsqu'ils vont à l'international, ils utilisent Netflix comme distributeur. Et donc, on a une espèce de densité de l'offre qui est bien plus importante à l'international que domestiquement. Pour autant, c'est 95% de l'anglo-saxon. Donc là aussi, on aime, je pense, la culture européenne. Et si on veut de la diversité, je pense que c'est bien que l'on arrive aussi à organiser ça. Et pour le coup, je pense que Apple est une marque plus globale au sens culturel. Et on sent beaucoup moins la lecture purement anglo-saxonne. Mais il rechigne, comme Facebook, à devenir producteur de contenu. C'est une plateforme. Ils ne veulent pas la responsabilité éditoriale de quelqu'un qui devient producteur. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs européens qui n'ont pas forcément une taille critique, aussi critique que celle pas d'un Netflix, mais d'un GAFA qui vont pouvoir peut-être répondre avec des programmes qui sont plus proches de la culture des Européens. On en parle dans ce prochain chapitre. Face à Apple, Netflix, que vont faire les grands médias européens et français ? Là, on va parler vraiment étroitement avec Dominique Delporte. Un petit récapitulatif avec Emmanuel. On a vu en France, en tout cas, et en Europe, une grande offensive de SFR dans les médias, un rapprochement avec Next Radio en France, et surtout l'acquisition des droits sportifs ces 2 dernières années. Ça a complètement chamboulé le marché, Emmanuel, en s'adjugeant notamment en mai dernier l'intégralité des rencontres de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa jusqu'en 2021 pour la somme colossale de 350 millions d'euros. C'est presque le double de ce qu'avait payé Canal précédemment, 165 millions d'euros, c'est colossal.
Bref, le groupe de Patrick Drahi avait de l'ambition. Est-ce que tu penses que ça va encore s'accentuer? On a vu que les résultats des SFR sont un peu difficiles, Emmanuel. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est double. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu en effet. Alors, il n'y a pas eu d'alerte sur leurs résultats. Il ne faut quand même pas non plus exagérer la faillite, ou en tout cas. Ils n'ont pas engrangé énormément d'abonnés par rapport à ces stratégies, c'est ce qu'on peut dire en tout cas. Mais en effet, cette fameuse stratégie qui est enlouée par Patrick Drahi, donc qui consisterait à intégrer le contenu dans le contenant, ce qu'on connaît très bien depuis 15 ans, et on en a parlé encore avec AT&T et Time Warner. Je rappelle que AOL et Time Warner avaient fusionné à peu près pour les mêmes raisons il y a 15 ans, en 2001. Donc oui, il y a toujours cette idée quand même qu'un jour, les tuyaux et les contenus devront se marier pour le meilleur et pour le pire, ou en tout cas pour le meilleur, c'est-à-dire la différenciation. Altice, ce qu'ils veulent, c'est dire moi je ne suis pas Orange, mais je vais faire au moins aussi bien qu'Orange, et en plus je vous proposerai plein de contenus. D'ailleurs, Orange a lancé Orange Content. Il ne faut pas non plus imaginer que chacun se regarde comme ça en disant à l'autre, oh là là, il est complètement fou. Orange regarde aussi s'ils peuvent faire quelque chose. Ils ont toujours eu OCS. C'est pas les mêmes sommes investies quand même, Emmanuel. Bien sûr, mais ils étaient quand même venus dans le sport, ils avaient mis un peu d'argent, puis ils sont retournés parce que finalement ils sont repartis parce qu'on leur a dit que c'était pas bien qu'ils fassent trop d'ombre à Canal+ à l'époque. Enfin bon, on s'en rappelle un peu. Mais il n'empêche que oui, ça n'avait pas forcément très très bien marché, mais c'est tout le problème. C'est pour ça que je reviens sur le deuxième point, c'est que cette fameuse stratégie de convergence contenu-contenant, elle ne peut fonctionner comme elle a fonctionné d'ailleurs très bien pour Canal+ pendant 20 ans. Elle ne fonctionne très bien qu'à partir du moment où vous avez une place qui est incontournable. Or, aujourd'hui, SFR a acheté, si on se focalise un peu sur eux, ils ont acheté les droits de la Première Ligue, ce qui est très bien pour moi qui suis un fan d'Arsenal, mais pour l'immense majorité des Français, ça ne veut à peu près rien dire. Il y a derrière que Stéphane et moi qui regardons ces matchs-là. L'idée qu'un jour ça finirait par ruisseler, comme on dit, c'est un peu le thème à la mode en ce moment, ça n'arrivera qu'à partir du moment où ils auront un portefeuille de droits conséquent, réellement conséquent. Et là-dessus, il n'y a pas à tergiverser. En France, c'est la Ligue 1. Voilà. Et donc, la mise en jeu des droits de la Ligue 1 qui arriveront certainement en 2019, ça sera vraiment le moment où SFR montrera si oui ou non ils ont, excusez-moi l'expression, mais est-ce qu'ils vont mettre le paquet, comme on dit, sur la table. Mais encore une fois, c'est normal que les telcos s'essayent. Alors après, c'est quel montant du chèque. Lorsque Telefonica, il y a quelques années, a acheté Endemol pour 2 milliards, c'était génial pour les uns et compliqué pour d'autres. Le marché n'était pas encore là. Ce qui est certain, c'est que le mobile est devenu le premier écran. Le scénario catastrophe, Dominique, ce serait qu'est-ce qui se passerait demain si non pas les telcos, mais les GAFA se positionnaient sur les droits sportifs. On a vu il n'y a pas très longtemps sur Twitter qui diffusait les matchs de NFL, le football américain aux États-Unis. Est-ce qu'il n'est pas là le danger pour Canal, notamment en France? Je pense que les modèles économiques sont différents. Les grandes plateformes sociales, Twitter, Facebook, qui vient de débaucher l'ancien patron d'Eurosport, qui a fait ça pendant 10 ans et qui a une réputation formidable. Netflix qui vient d'embaucher l'ancien patron. Bien sûr, ce sont des plateformes qui vivent de la publicité. 100% des revenus de Twitter, Facebook, Google, c'est de la pub. Donc là, on va chercher, comme on dit, des eyeballs, donc de l'audience qu'on va monétiser parce que Facebook est une machine comme Twitter à monétiser de l'audience. On est assez loin de la logique d'exclusivité payante des chaînes de pay TV ou de plateformes de SVOD. Donc, encore une fois, on est sur cette industrie qui est en pleine mutation. On a grosso modo les contenus gratuits financés par la pub, les contenus payants financés par l'abonnement. C'est vrai que le sport, ça a toujours été plutôt du côté de la pay TV. Donc, est-ce qu'il y a un modèle économique pour Facebook d'acheter par pays aux alentours du milliard des droits de foot ? Sincèrement, si on prend les 20 premiers pays, c'est beaucoup d'argent et il n'est pas dit que les revenus publicitaires permettent de justifier cet investissement. Je vous rappelle que chaque chaîne qui diffuse la Coupe du Monde n'arrive pas forcément à rentrer dans ses frais. Il doit partager les droits avec des chaînes. A fortiori, et c'est de la télé, avec un business model relativement solide et 700 milliards de dollars investis chaque année. Donc on voit bien là que oui, être une fenêtre, peut-être après la pay TV, être à côté, être sur des droits mobiles ou des droits online, mais de là à devenir les premiers, pour l'instant on n'y est pas, ça prendra quelques années. Aujourd'hui c'est en Angleterre
que ça se passe, et aux États-Unis, les deux pays où le marché est en train de bouger. Et puis je pense que dans les 3 à 5 ans, on verra ça arriver progressivement en France, en Italie et ailleurs. En Italie, les chaînes de télé n'ont pas mis assez d'argent, et la Liga a dit appel d'offres infructueux. Donc il y a quand même une pression sur le modèle économique des chaînes de télé, c'est vrai, mais aussi sur ces grandes plateformes. Je peux compléter une chose par rapport aux droits sportifs. En France, on a des lots. Donc les lots sont en général destinés à certains acteurs. Donc quand on achète les droits mobiles, ce sont ceux qui sont habilités à diffuser sur les telcos en général. Ouais. Quand on veut faire une émission le dimanche après les matchs du samedi et avant les matchs du dimanche, il y a que quelques-uns qui peuvent le faire. Il y a aussi des chaînes hertziennes par exemple. Voilà, exactement. Le match de dimanche soir, c'est 2 millions de personnes. C'est quand même monstrueux sur Canal. Des audiences qui sont uniques, qu'on ne retrouvera pas online. Néanmoins, regardons Amazon, parce qu'Amazon, dans sa structure d'audience, a véritablement jeté son dévolu sur le sport. Et eux, ils ont un modèle économique, encore une fois, qui est beaucoup plus complet et complexe que les plateformes publicitaires. Et se permettent de perdre un peu d'argent sur des droits sportifs, un peu. Mais juste ce que je peux dire, Olivier, juste pour conclure. Vas-y. On sait que les Facebook et Amazon ont demandé à avoir les dossiers pour être éligibles, pour voir s'ils peuvent être éligibles pour l'appel d'offres qui aura lieu l'année prochaine pour la Ligue 1. Vous parlez de Facebook quoi qu'il arrive. Vous parlez de Facebook et Amazon, le scénario Netflix, droits sportifs, tu n'y crois pas? Ah non. On ne peut pas être partout. Non, sur autre chose. Sur autre chose pour le sport. Ils sont clairement sur le scripted, donc les séries, les films. Ils ont annoncé 80 films cette année, 80 longs métrages, comme le Bright avec Will Smith. Donc il y a déjà pas mal de productions en route. Oui. C'est vrai que le monde des droits sportifs est un monde extrêmement inflationniste. Et je pense que ces grandes plateformes-là et leurs actionnaires vont y regarder à 2 fois avant de mettre effectivement énormément d'argent. Encore une fois, je pense qu'il y a des logiques de consultation. Le football, ça reste quand même un grand spectacle sur des très grands écrans ou au stade. Et je pense qu'on va avoir une certaine... La technologie est là, mais ensuite les usages restent des usages de consommation télé. C'est un grand spectacle. Oui, bien sûr, on aura des droits et des lots, mais tout ça, encore une fois, promet d'être des discussions intéressantes. Je pense que dans 10 ans, effectivement, on aura un paysage des chaînes en clair, des chaînes payantes et des plateformes assez différents. On voit sans doute en télé ce qui est arrivé en presse ces 15 dernières années, et donc de la nécessité de s'allier, de la nécessité d'essayer d'avoir des approches pan-européennes. Europe is back. Espérons que ça sera aussi le cas en termes de contenu et de culture. Alors, pour conclure cette émission avec Netflix, puisque c'est le thème principal de cette émission, et on va aborder un sujet, normalement il faudrait 1 heure pour l'aborder, mais on va le faire en 5 minutes si vous êtes d'accord, bon courage. Tu en parlais en préambule tout à l'heure, c'est la chronologie des médias. On sait que les médias, et notamment Canal+, est soumis, que la plupart des médias en France et des chaînes de télé, à cette chronologie des médias. C'est une obligation de production d'œuvres audiovisuelles pour soutenir le cinéma, comme le sont... c'est le cas de Canal en France, et vous devez respecter un temps entre le moment où le film passe au cinéma et diffusé sur les antennes de Canal. En clair, est-ce que Netflix, le modèle, tu l'as dit tout à l'heure, de Netflix, va-t-il menacer le modèle du cinéma? Parce qu'on a vu, tu disais parler de Bright, le dernier blockbuster de Netflix avec Will Smith, il a été diffusé directement sur le portail. On se demande même, il y a même carrément certains auteurs ou certains acteurs aux États-Unis qui veulent boycotter Netflix pour cette raison-là. L'avenir le dira. Ce qui est certain, c'est que si on prend le cas de la France, on a quand même un système où on a été encore aux alentours de 200 millions. On est donc sur des fréquentations très fortes des salles. Ça fait partie de la culture française d'aller au cinéma en salle. On a à peu près 40% de ces tickets vendus, c'était sur des films français. On peut en être fier. Le cinéma américain est tombé sous les 49%. Il y a des pays où la razzia a eu lieu. On regarde l'Italie cette année. Ils ont perdu à peu près 12 millions de spectateurs, 45% de revenus. Le cinéma américain est à 70%. Et voilà. Et je pense qu'il y a des écosystèmes favorables à la création originale et à la culture d'un pays donné. Mais là où le jeu a changé, c'est qu'il faut être en capacité aussi de faire voyager ses produits. Qu'il s'agisse de chanteurs, qu'il s'agisse de livres ou qu'il s'agisse de séries. Quand le Bureau des légendes, qui est une série géniale, devient The Bureau et que effectivement elle est en tête de l'iStore aux US, etc.,
on peut être fier. Lorsque Versailles est vendu dans 130 pays, on peut être fier. Baron Noir qui vient de reprendre sur Canal, etc. Plus les séries des autres chaînes. Je pense que là, il y a des enjeux et qu'il faut être extrêmement conscient que le monde a changé, que les gens sont beaucoup plus ouverts à des contenus en langue originale, notamment en Europe, en Amérique latine, etc. Aux US, ça reste quand même la version anglaise, sinon rien. Et il faut être donc extrêmement ambitieux et conquérant, parce qu'on a des choses à dire et des histoires formidables à raconter. Il n'empêche, Dominique, on sait qu'en France, on est un peu le pays des lois et des règlements. Les chaînes françaises et les chaînes payantes sont soumises beaucoup à des obligations de production, des réglementations, le nombre de minutes de publicité. Face à eux, ils ont des tycoons du web qui ont quasiment aucune obligation. Alors, où il faut bouger le curseur, il faut modifier la loi en France par rapport aux médias français, il faut appliquer la loi française ou européenne à ces médias ou ces GAFA. Est-ce que c'est réaliste ? Il y a un enjeu européen. Et je pense que là aussi, tous les enjeux autour de Margrethe Verstraete et du digital single market, parce qu'il s'agit bien de dépasser aussi certaines réglementations locales et d'essayer d'harmoniser tout cela. On a un marché de 500 millions de consommateurs en Europe. C'est le premier marché économique au monde. Quand on regarde les 15 premiers groupes de médias, d'entertainment au monde, à part Vivendi qui est 16e, il y a des Américains, des Chinois. Donc il y a quand même un enjeu. Il y a un enjeu, encore une fois, de protection de notre identité, de nos valeurs, de notre culture, et aussi un enjeu industriel. Il y a 36 mois aujourd'hui entre le moment où on diffuse en salle et le moment où on est sur la plateforme. Dans un monde qui va de plus en plus vite, ça ne peut pas coller. Et il faut donner suffisamment confiance à ces milieux, notamment de créateurs et d'auteurs, pour leur dire que oui, il faut protéger cet écosystème qui marche bien, notamment en France, mais il faut aussi se donner les moyens d'aller en conquête à l'international. L'enjeu, à mon avis, est là. Emmanuel, pour conclure. Il faut comprendre une chose, la chronologie des médias, c'est celui qui paye qui l'emporte. Jusqu'à présent, Canal+ était celui qui continue dans l'audiovisuel français et dans le cinéma à investir le plus. Donc, ils avaient le droit, et ils ont toujours un peu le droit d'ailleurs, de fixer quelle est la règle de diffusion d'un film. Donc aujourd'hui, c'est 10 mois après sa sortie salle, et ils avaient proposé 6 mois, et puis finalement, ça a été refusé, et puis aujourd'hui, on en est à faire une espèce de consultation qui a été décidée par le ministère de la Culture. Si Netflix arrive et dit moi, puisque c'est celui qui paye qui décide. Si Netflix dit, moi, je décide que je produis mon film à 100% ou même en coproducteur délégué ou exécutif ou tout ce que vous voulez, et qu'à partir de ce moment-là, mon film sortira avant sur ma plateforme avant d'aller dans une salle de cinéma, eh bien, ils le feront. Donc, la chronologie des médias, ça va être compliqué d'en faire entendre raison à Netflix. Donc, aujourd'hui, on fait la danse du ventre. C'est-à-dire, on dit à Netflix, non mais écoutez, bon d'accord, vous êtes un barbare américain avec des Santiago et un chapeau de cow-boy, mais nous, on est quand même des gens très raffinés, nous citons Victor Hugo à l'appel, donc s'il vous plaît, et nous avons des grands artistes de cinéma que d'ailleurs Netflix ne connaît pas. Si vous savez comment c'est fait, les négociations de Netflix en arrivant en France, c'était très 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 drôle. Ils sont arrivés avec une liste de mots-clés, et ils ont pris les mots-clés qui les intéressaient, ils ont pris les films dans les catalogues selon ces mots-clés. Donc, ils ont laissé tomber complètement tout un pan de la culture cinématographique française qui ne leur disait absolument rien. Donc, voilà, là-dessus, oui, il y a en effet une question, une urgence même, là-dessus, je suis totalement d'accord avec Dominique, quasiment de sauvetage de la civilisation et de la culture européenne. Il nécessite d'accélérer aussi quand même un petit peu, hein, Emmanuel, parce qu'effectivement, tu l'as dit, Dominique, 36 mois, je suis rapide, non ? Ouais. Non, pas d'accélérer d'accélérer que les législateurs, ou du moins ceux qui régissent les médias en France, parce qu'il s'agit notamment mais quoi qu'il en soit, là-dessus, on parle de cinéma, on parle de films de cinéma dans la chronologie des médias. Il ne faut pas oublier que Netflix, c'est de la série, essentiellement de la série. Là-dessus, il n'y a pas de chronologie des médias. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est Netflix en tant qu'investisseur et producteur dans le cinéma. Et là-dessus, je finirai sur une chose assez simple, qui va être compliquée quand même pour pouvoir justement les convaincre. C'est une vieille société française qui a inventé le cinéma quasiment, qui s'appelle Gaumont. Vous connaissez tous, n'est-ce pas ? Eh bien, Gaumont, ils ont lancé une filiale qui fonctionne du feu de Dieu, qui a créé Narcos notamment, avec Netflix, qui est aux États-Unis, qui s'appelle Gaumont Télévision. Eh bien, Gaumont Télévision, ça fait aujourd'hui 60% du chiffre d'affaires de Gaumont. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à ce moment-là à Gaumont que, écoute, ton partenaire Netflix, qui te rapporte donc 60% de ton chiffre d'affaires actuel, eh ben, on va le triturer aux petits oignons. Gaumont, ils vont pas être d'accord. Gaumont, ils vont dire, ah ben non, moi, je suis bien d'accord, il faut que Netflix, vous comprenez, s'agrandisse, il faut que ça devienne un acteur très important, voire même
Et là, évidemment, tout le monde y pense, voire même que Netflix ou d'autres, Amazon, finissent par supplanter les modèles actuels de télévision payante. Pourquoi ? Parce que les modèles de télévision payante aujourd'hui, c'est un peu le dinosaure dans la place. Voilà. Dominique, droit de réponse ? Je pense qu'on a à la fois l'attractivité de ces nouveaux modèles et de ces success stories dont on parle et reparle. Et c'est vrai qu'il y a du contenu de grande qualité et que ce qui a été fait est remarquable en scalabilité. Le fait de prendre un business et d'opérer dans 200 pays en quelques dizaines de mois, c'est beau. Je pense que le business de la télé est un business qui, contrairement à ce qu'on lit, reste extrêmement stable et solide. Ça reste quand même, quand on regarde le nombre d'heures passées chaque jour, etc., oui, il y a effectivement des populations pour lesquelles ça décroît. Et puis on s'aperçoit que nos fameux millennials, quand ils rentrent chez eux, quand ils ont leurs gamins, on passe de la consommation individuelle à de nouveau une consommation foyer. Ouais. Et on le voit bien. Alors oui, on n'a pas les mêmes audiences tous les soirs qu'il y a 10 ans, mais on a quand même ces moments essentiels où un pays se retrouve autour d'un contenu. Ce que le digital n'a pas encore réussi à faire, peut-être à part ton émission Olivier, c'est de créer des rendez-vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend une plateforme avec des milliers de titres, ça ne constitue pas et ça n'a pas le même impact sur la société. Si on prend la question de la transmission, je crois que sur Netflix, il y a 43 films d'avant 1970. C'est comme si vous arrivez sur une bibliothèque et il n'y a pas des classiques, il y a pas... Bon. Donc c'est une vision du monde qui est différente. Ce que l'on voit, c'est que les gens qui aiment les contenus, ils ont leur abonnement Pay TV et ils ont leur abonnement sur les plateformes SVOD. Et je pense qu'on est quand même, encore une fois, sur une frange de la population qui peut se le permettre, parce que ça reste cher et on a la grande majorité des gens qui ont besoin de la télé gratuite, qui ont besoin du sport que l'on trouve sur la Pay TV, et on a toujours l'impression en matière de médias que les événements vont aller beaucoup plus vite que la musique. Il y a beaucoup de conservatisme et puis des habitudes qui restent enracinées. On a des écrans de plus en plus beaux, on a envie d'être quasiment au cinéma à la maison et d'aller dans des salles pour du spectacle encore plus impressionnant. Et ça, je crois que ça reste quand même fondamental. Tu l'as dit, Dominique, nous sommes à un rendez-vous récurrent, donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet très prochainement. Les cartes devraient être redistribuées assez souvent dans ce secteur. C'est un feuilleton, sans jeu de mots, les médias et notamment le streaming. Apple va certainement faire quelques annonces dans les semaines ou les mois qui viennent. Ils ont besoin en plus de communiquer car ils ont un peu la tête dans la nasse en ce moment entre les histoires d'iPhone et l'histoire d'imposition, etc. Donc il faut quand même positiver et faire des annonces produits. On aura, j'espère, l'occasion d'en être la vitrine et d'en parler dans les semaines qui viennent. Tu seras bien sûr bienvenue dans ce studio A42, mon cher Dominique. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Stéphane Zibi. Stéphane, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors Olivier, ça a été annoncé hier et aujourd'hui je crois qu'il y a un événement à Monaco à ce sujet-là. C'est le dernier drone de DJI. Aïe. Et aïe, comme tu dis, ça y est. C'est pour parotte, mais bon, aïe. Voilà, exactement. DJI l'a fait, c'est-à-dire le meilleur du Spark, du Pro et du Pro 2, donc qui a été fait, du Mavic Pro 2. Et en fait, ils ont sorti le Mavic Air. Donc, on a un drone pliable qu'on peut utiliser partout en HD avec peut-être jusqu'à 28 minutes, je crois, d'autonomie, ce qui est un petit peu moins que son aîné, pour un montant de $799. Donc ça y est, enfin on a un drone qui est quasi parfait. Bon, le prix est encore un peu élevé, mais vu la qualité, etc., bon, je pense qu'on va beaucoup s'amuser avec. Toujours plus petit, toujours plus puissant et moins cher. Je pense qu'ils ont leur blockbuster maintenant et ils vont devenir les leaders incontestés du marché. On parlait des Chinois, Stéphane, tout à l'heure, mais dans le hardware, ils commencent à être vraiment très bons en marque propre. Ils ne pas simplement fournisseurs pour les grandes marques type Apple. Merci Stéphane. Emmanuel, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors moi, mon coup de cœur, c'est une quasi-révolution sur l'App Store. C'est l'arrivée du deuxième vrai jeu de bagnole en Grid, enfin. Donc Feral a fait une adaptation de Grid, le jeu sur PC et PlayStation. Ils annoncent le premier jeu sur PC, la même qualité sur PC que sur mobile. C'est assez ambitieux. Alors bon, c'est toujours vendu avec évidemment ce type d'argumentation qui est de dire enfin vous avez la qualité console PC sur votre iPhone ou votre iPad Pro, dans mon cas en tout cas. C'est vrai que c'est un super jeu de bagnole, c'est vraiment très très bien fait.
Moi, je reste toujours un grand amoureux de Real Racing parce que j'ai toute ma collection de voitures et j'adore rouler avec une verrou. Dépenser des fortunes, on peut le dire. Mais j'ai dépensé certainement plus de 100 € dans ce jeu. Là-dessus, je suis totalement fou. Mais il n'empêche que j'ai toujours adoré ça. Et là, Grid, quand même, ça commence à devenir vraiment très intéressant. Le prochain Asphalt qui est produit par les studios de Barcelone décoiffe, c'est absolument remarquable. Ton coup de cœur. Coup de cœur maison, c'était ce week-end. Ouais. Studio Plus était première app de divertissement sur l'App Store, devant Netflix, devant Google, etc. Donc Studio Plus, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une app qui est conçue avec du contenu spécialement produit pour le mobile. Des séries premium, 10x10, nominées aux Emmy Awards. Et là, on avait notamment en plus La Crime, qui faisait le release de Force et Honneur saison 2. Ça a été un carton et on était très heureux, et pour lui et pour Studio Plus. Moi, je regarde tous les jours une app, c'est celle qui est connectée à ma montre. Alors, à l'époque, avec nostalgie, c'était Weezings. Ouais. Et c'est donc la style de Weezings. Ouais. Maintenant, c'est Nokia. Souvenez-vous, Nokia, géant européen, 36% de part de marché sur les operating systems chez tous les telcos, qui a été balayé, qui revient par la santé, qui a racheté Weezings. Lorsque la tech française vient enrichir la tech européenne, et ben tout ça va dans le bon sens, même si c'est des marques qui parfois disparaissent et auxquelles on était proche. Et cette app est géniale, et c'est vrai que ça me permet de checker mon sommeil, mon machin, mon truc, mais aussi d'avoir une montre qui fait pas tellement montre connectée, contrairement à la Watch, donc qui est plus discrète et élégante. Voilà. Donc, moi, je suis contrat, tu sais, je suis obligé. Non, je plaisante. Merci Dominique. De mon côté, regardez, on parlait d'Invoxia, voilà, c'était mon coup de cœur. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez, c'est un petit tracker, un vrai tracker, contrairement au système Bluetooth qui se connecte à votre iPhone pour retrouver vos clés ou valises. Celui-ci intègre vraiment un GPS. Donc, il n'a pas besoin d'un smartphone pour se connecter au réseau et se localiser. Il est compatible avec le réseau Ovgenius de Bouygues Telecom, qui a adopté le standard des réseaux de basse consommation LoRa, qui se développe un peu partout en France et même à l'étranger. 95% de la population française est aujourd'hui connectée. Il se connecte également au réseau Wi-Fi. Bref, vous pouvez le glisser dans la boîte à gants de la voiture, dans la selle de votre scooter ou de votre vélo, ou encore dans le sac d'ordinateur, le cartable des enfants, et vous savez en temps réel où se trouvent vos objets précieux ou vos proches précieux. Il ne s'agit pas de les fliquer, mais juste de vous rassurer. Son autonomie va jusqu'à 8 mois et c'est rechargeable uniquement avec une prise micro USB. Il intègre un abonnement au réseau de 3 ans et il coûte seulement, entre guillemets, 99 €. Ce n'est pas beaucoup plus cher que les petits trackers Bluetooth. Au-delà des 3 ans, il faudra dépenser 10 ans par an pour l'abonnement. Donc ça y est, ça arrive. Enfin, les vrais trackers pour retrouver ces sacs lorsqu'on est en voyage et savoir où ils se retrouvent. Plus besoin d'appeler Air France en urgence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 282e épisode déjà dans Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. On peut s'abonner sur Dailymotion notamment, qui est le partenaire historique de cette émission. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Au revoir.